Souvenons-nous, c'était le 24 février dernier, le numéro 1 russe Vladimir Poutine faisait le choix d'envahir l'Ukraine voisine 8 ans après l'annexion de la Crimée. Confusément, nous avons senti tous alors que quelque chose d'irréversible était en train de se produire plus de 30 ans après la fin de la guerre froide, plus de 20 ans après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis et le début de la guerre mondiale contre le terrorisme. Dans un ouvrage collectif paru aux éditions Les Liens qu'il libère, qu'il a co-dirigé avec Dominique Vidal, le politiste et spécialiste des relations internationales Bertrand Badi nous confirme que le monde ne sera plus comme avant. Il nous met en garde contre la théorie de l'éternel retour. Il persiste, signe et insiste. Non, nous ne sommes pas face au retour de la guerre froide. Non, il ne s'agit pas du début d'une troisième guerre mondiale. Mais avec le recul de près de 9 mois de conflit, de quoi la période que nous vivons est-elle le nom? Alors que le sommet du G20 qui se tenait en Indonésie, donc loin de l'Occident, vient de s'achever, Bertrand Badi a bien voulu nous rendre visite pour nous présenter, donc Le monde ne sera plus comme avant, mais aussi un livre plus biographique, plus personnel, plus littéraire aussi, mais non moins politique, Vivre de culture, comment être franco-persan, paru aux éditions Odile Jacob. Bonjour Bertrand Badi. Bonjour. Alors, lors de notre dernière conversation, il y a 8 mois, vous disiez en gros que la démonstration de puissance de Vladimir Poutine ne fonctionnerait pas et que les sanctions de l'Occident contre la Russie ne fonctionneraient pas plus. Et aujourd'hui, on est dans une situation inverse de ce que certains experts prédisaient. La Russie n'a pas, mais alors pas du tout, écrasé l'Ukraine militairement et notre politique de sanctions nous plonge dans la récession. Alors Bertrand Badi, êtes-vous prophète sinon en votre pays, du moins de votre époque? Eh bien, je crois qu'effectivement, peu parier sur la capacité de résistance de la société ukrainienne. Et pourtant, il faut admettre qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, on a assisté à un échec militaire patenté de Vladimir Poutine. Alors peut-être est-ce dû à la faible capacité de l'armée russe. On en a vu toutes les faiblesses humaines et matérielles, n'est-ce pas? Mais plus profondément, c'est dû à 2 choses qui marquent notre modernité et 2 choses qui, d'un certain point de vue, pourraient engager à l'optimisme si c'était redressé dans le bon chemin. Première chose, la guerre de conquête, c'est fini. On a eu des siècles et des siècles de conquérants. Mais regardez depuis 1945, il n'y a pas eu de guerre de conquête, ou les guerres de conquête que l'on a menées n'ont pas abouti. On a assisté au contraire, et c'est un épisode fondamental de notre histoire contemporaine, à ce que j'appellerais, avec des guillemets bien sûr, la guerre de déconquête. La guerre de déconquête, c'est quoi? C'est les guerres de décolonisation. Tout ce qui est du côté du conquérant, aujourd'hui, même s'il est très puissant, les États-Unis au Vietnam, en Irak, en Somalie, en Afghanistan n'ont pas pu conquérir. La France n'a pas pu reconquérir. L'URSS du temps des dirigeants soviétiques finissants n'ont pas pu reconquérir non plus en Afghanistan. Et on pourrait ainsi continuer. Donc ça, il y a quelque chose quand même de rassurant, peut-être, et qui fait que cette guerre entreprise le 24 février, à laquelle vous faisiez allusion, cette guerre, elle a très vite échoué, et elle apparaît d'abord et fondamentalement comme une guerre réactionnaire, c'est-à-dire comme une tentative du tsar de réintroduire les éléments de la stratégie du 19e siècle et des siècles précédents, de ce qu'on appelait à l'époque la grande stratégie, et ça n'a pas marché. Et puis il y a un deuxième petit coin de ciel bleu à l'horizon, c'est que si ça n'a pas marché, c'est pour quantité de raisons. Et je ne nierai pas que les armes livrées à l'Ukraine ont joué un rôle important. Mais surtout, fondamentalement, c'est le succès d'une résistance sociale, d'une société qui s'est dressée. On n'a pas suffisamment parlé de ces femmes ukrainiennes qui allaient bourrer les carburateurs des véhicules militaires russes de pelotes de laine pour les mettre définitivement en panne. Et on n'a surtout pas suffisamment parlé du rôle du téléphone portable qui amenait chaque individu ukrainien ou ukrainienne à renseigner l'armée ukrainienne sur l'avancée ou la menace des troupes russes. Ça, c'est de la résistance
sociale. Donc, vous voyez, les deux petits rayons de soleil, c'est peut-être la fin, je dis peut-être parce qu'il ne faut jamais dire la fin, hein, mais en tous les cas, dans la séquence actuelle, l'échec des guerres de conquête et le réveil des sociétés qui, décidément, courent plus vite que le politique. Alors, sur les sanctions européennes, sur les sanctions occidentales, plus exactement, je dirais que c'est peut-être un petit peu plus compliqué. J'étais convaincu que les sanctions allaient créer un problème systémique énorme, c'est-à-dire en partie nous retomber sur le pied, et c'est le calcul réactif de Poutine, c'est-à-dire les sociétés occidentales vont être prises au piège de leurs sanctions, et d'autre part, on pouvait pressentir qu'il y avait un autre échappatoire du côté de Poutine, c'était de pouvoir compter sur le tiers parti qui ne s'associerait que partiellement aux sanctions occidentales. Et effectivement, même des alliés traditionnels de l'Occident, le roi d'Arabie Saoudite, Israël, d'un certain point de vue, les Émirats Arabes Unis, on pourrait continuer, ne suivent pas véritablement les consignes de sanctions. Donc, effectivement, là, on est dans un jeu systémique tout à fait incertain. En revanche... On est dans un inconfort partagé, quand même. C'est exactement cela. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que nous sommes maintenant vraiment dans un monde systémique. C'est-à-dire ce que fait l'un rejaillit sur tous les autres en même temps. Ça, c'est quelque chose d'inédit. C'est d'ailleurs ce que l'on appelle l'insécurité globale, qui n'est plus liée aux rapports bilatéraux entre deux États, mais qui fait que, très vite, la guerre russo-ukrainienne a inquiété en Zambie, a inquiété en Corée, a inquiété en Bolivie, parce que chacun calculait qu'il allait y avoir des réactions en chaîne à travers la crise énergétique, la crise alimentaire, la crise économique qui risquait de dériver de tout cela. Et nous sommes tous, de Poutine à Biden en passant par Macron ou par Macky Sall, prisonniers d'une logique systémique dont personne ne contrôle le fil. C'est ça qui est assez important. Néanmoins, je fais une légère machine arrière parce que ce que l'on ne percevait pas encore le 24 février, lorsqu'on s'était rencontrés, c'est que ce n'était pas seulement des sanctions. Les sanctions dans l'histoire entre 1945 et aujourd'hui, elles ont échoué partout, que ce soit vers la Corée du Nord, vers l'Iran, vers Cuba. Elles ont fait du mal, hein, même beaucoup de mal, mais n'ont abouti à aucun résultat. Là, en fait, c'est... Au fil des semaines, on s'est aperçu que c'était un peu plus que des sanctions, c'est une exclusion. Et c'est différent. C'est-à-dire que la politique menée, dont il faut dire qu'elle était assez habile, consistait à dire à Poutine, si tu ne te tiens pas tranquille, on t'exclut du monde. Et ce n'est pas seulement l'exclusion économique, c'est aussi l'exclusion culturelle, médiatique, sportive, et on pourrait ainsi continuer l'énumération. Et cette exclusion globale, elle fait mal. Elle fait mal et... Elle fait plus mal à la société russe qu'au pouvoir russe. Alors ça, oui, mais ça, c'est le propre des guerres. Les guerres, même les plus classiques, elles font plus de mal aux hommes et aux femmes ordinaires qu'aux princes. C'est rare un prince qui meurt sous l'effet de la guerre, mais hélas, c'est courant qu'un être humain, un simple individu, soit parce qu'il est mobilisé, conscrit, soit tout simplement parce qu'il est sous les bombes, soit la victime d'une guerre. Donc effectivement, on retrouve, pardon de ce mot qui va m'écorcher, la banalité de la guerre, c'est-à-dire la mort sociale. Mais cette mort sociale, aujourd'hui, elle prend des proportions, et là nous sommes d'accord, beaucoup plus importantes qu'autrefois. Au tout début, la guerre se résumait à la confrontation des armées. Maintenant, c'est les sociétés tout entières. C'est la société ukrainienne qui est sous les bombes. C'est les innocents à Boutcha ou à Izium qui périssent. C'est effectivement tous les Européens et au-delà. Et je pense surtout aux Africains. J'étais en Afrique la semaine dernière. Aux Africains qui risquent de payer la facture. Ils vont payer la facture. Et c'est ce qu'on m'a dit, ce que m'ont dit mes amis africains. Ils m'ont dit, mais c'est une guerre chez vous dont on ne maîtrise pas véritablement les tenants et les aboutissants, et c'est nous qui allons payer la facture.
non seulement à travers la crise alimentaire, mais la crise énergétique qui a des répercussions énormes sur les pays du Sud, et aussi toutes les autres manifestations, notamment le risque d'une crise économique globale, d'une récession mondiale. Qui sera la première victime de la récession mondiale? Ce seront ni les Américains, ni les Britanniques, ni les Français, ce seront les Africains. Hein. Alors, j'imagine que vous êtes toujours persuadé que nous ne sommes pas dans une sorte de ressucé des guerres mondiales ou de la guerre froide. Vous dites que les relations internationales sont aujourd'hui plus fluides, avec des jeux d'alliances qui changent. Là où il y avait des blocs, le bloc occidental, le bloc de l'Est, et puis peut-être les non alignés qui étaient assez stables lors de la vraie guerre froide, aujourd'hui, il y a une fluidité des mouvements. J'en ferai effectivement l'élément le plus remarquable de cette crise que nous vivons. C'est-à-dire une mutation profonde dans la relation entre États. Nous, Européens, nous avons appris l'histoire à travers les alliances. Depuis, rappelez-vous, l'alliance entre François Ier et Solyman le Magnifique, les alliances du temps de Louis XIV, la Ligue d'Augsbourg, les alliances face à Napoléon, l'alliance de la Première Guerre mondiale et les alliances de la Seconde Guerre mondiale. Donc pour nous, les relations internationales passent obligatoirement par les alliances, et nous avons même radicalisé tout cela à travers l'OTAN créée en 1949 comme étant le mode normal de gestion des relations internationales à travers des alliances désormais pérennes, institutionnalisées, organisées et même structurées autour de valeurs dites communes. En fait, elles ne sont pas communes, mais elles sont dites communes. Et nous n'arrivons pas à sortir de cela. Mais regardons le monde aujourd'hui tel qu'il est. C'est tout autre chose qui est en train de se révéler, c'est-à-dire des relations extrêmement fluides. Pour prendre une image qui permettra à nos amis peut-être de saisir ma pensée de manière très concrète, on est passé dans les relations internationales du mariage formel et institutionnalisé à l'union libre. C'est-à-dire, un jour, il y a une transaction entre Poutine et Erdogan, pourtant qu'ils ne s'entendent sur rien, hein, ni sur la Syrie, ni sur le Caucase, ni sur l'Ukraine, ni sur la Libye, par exemple. Un autre jour, on verra un coup monter entre l'Arabie Saoudite, qui est pourtant plutôt l'ami des Occidentaux, ou en tous les cas l'était, et la Russie sur la question du pétrole. Un autre jour, on verra effectivement Israël s'entendre avec Moscou pour pouvoir avoir carte blanche et aller bombarder le Hezbollah en sud de la Syrie, et ainsi de suite. On pourrait multiplier les exemples. Et Poutine, hélas, sait jouer de cela, mais ce ne sont pas des alliances. C'est-à-dire ce ne sont pas des engagements au sens classique du terme. Et la grande erreur, par exemple, c'est ces commentateurs qui se sont précipités, on l'entend encore maintenant, mais un peu moins, parce que les événements viennent démentir tout cela, en disant la Chine est l'allié de la Russie. La Chine n'est pas du tout l'allié de la Russie. La Chine joue son propre jeu, et de manière fluide. C'est-à-dire, quand ça l'intéresse ou l'avantage de jouer la connivence avec Moscou, elle le fait. Quand ça l'avantage de jouer la distanciation, comme on voit en ce moment avec notamment le G20 qui s'est tenu à Bali, eh bien, elle le fait aussi. Et nous, occidentaux, nous sommes prisonniers d'un modèle ringard d'alliance institutionnalisée qui, d'une part, ne nous permet pas de participer à cette fluidité, mais qui, d'autre part, et ça je l'ai encore perçu en Afrique la semaine dernière, fait que nous sommes perçus comme étant de l'entre-soi, comme étant cette bastion ou cette bastille, ce bastion ou cette bastille occidentale qui rêve toujours de gouverner le monde à travers cette machine que serait son bras armé et que l'on appelle l'OTAN. Et Poutine en joue de cela. Et aussi, l'Occident peut être perçu comme un monde blanc. Justement, dans un monde d'alliance fluide, le fait que les Américains et les Européens, l'Amérique du Nord et les Européens dont la particularité, vue de très loin, le point commun est d'être originaire de l'Europe de l'Ouest, donc l'Europe de l'Ouest qui historiquement a conquis le monde, esclavagisé et colonisé, ça peut aussi être perçu comme les restes d'un empire blanc. C'est pas que ça peut, c'est que c'est perçu. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un risque que nous courons
en nous gelant dans cette posture. C'est effectivement une situation dans laquelle nous nous sommes installés qui entraîne une certaine méfiance hors de nos murailles, au-delà de nos murailles, méfiance en Afrique, méfiance au Moyen-Orient, méfiance en Asie, et même regardez le comportement de certains États d'Amérique latine, aussi en Amérique latine, qui pourtant relève de ce monde occidental dont on parlait. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que ça apporte de l'eau au moulin de Poutine lorsqu'il dit « mais je suis là pour contenir le risque d'hégémonie occidentale ». Alors l'hégémonie occidentale, et vous avez tout à fait raison, perçue comme blanche, elle est perçue comme chrétienne, elle est perçue comme anciennement et très anciennement hégémonique. Donc, non seulement elle fait peur, mais elle crée ce couple néfaste qui est le ver qui ronge notre monde globalisé, c'est-à-dire ce couple de la détestation-fascination. C'est en même temps on est fasciné par cet Occident qui effectivement a plus de muscles que les autres, mais on le déteste parce qu'il ne nous comprend pas, parce qu'il ne nous intègre pas. Il ne nous intègre pas. Il ne nous donne pas de place dans la gouvernance mondiale. C'est ce que dans mon livre « Vive les deux cultures », j'ai essayé de montrer, cette espèce de construction hiérarchique qui fait percher l'Occident tout en haut de son arbre et qui, effectivement, l'amène à avoir un regard condescendant sur le reste du monde. Alors, les États-Unis, vu leur forme institutionnelle, peuvent, s'ils le veulent, prendre acte de cette nouvelle réalité et naviguer, créer de nouvelles alliances, entrer dans ce nouveau jeu de la bourse des valeurs diplomatiques qui monte, qui descend, avec des valeurs qui changent, avec un marché libre qui s'organise. Mais la France, qui est dans l'Union européenne et dans l'OTAN, est-ce qu'elle le peut? Est-ce que le fait d'être un État dans une sorte de supranation, qui prend d'ailleurs de l'importance avec cette guerre en Ukraine, est-ce que ça ne nous paralyse pas? À observer les choses, et depuis presque une quarantaine d'années, je pense qu'il y a deux phénomènes qui bloquent dans le cas précis de la France. D'abord, un phénomène culturel, c'est-à-dire, rappelez-vous nos manuels scolaires. Quelle représentation ils donnent de la France, qui repose tout le long sur les guerres qui ont été remportées, sur ces grands hommes, voire ces grandes femmes, je pense à Jeanne d'Arc, qui ont fait notre histoire, et sur cette idée proclamée haut et fort par Jules Ferry que nous avons l'obligation d'éduquer les races inférieures, hein. N'oubliez pas, Jules Ferry est au Panthéon, mais il a quand même dit, il n'y a pas si longtemps que ça, les races supérieures sont là pour éduquer les races inférieures. Il était de gauche. Et il était de centre-gauche, disons. Donc c'était pas l'extrême droite, quoi. Mais, pas du tout. Et un vrai républicain, et on pourrait beaucoup en dire encore. C'est donc, ça démontre que cette idée de verticalité, et je dirais même cette idée messianique, qui est très forte en France. D'ailleurs, nous avons un devoir par rapport au monde. Regardez comment... Un messianisme laïque. Un messianisme laïque, mais regardez comment tous les chefs d'État en France aiment employer le terme de responsabilité particulière. La France a des responsabilités particulières en Afrique. La France a des responsabilités particulières au Liban. La France a des responsabilités particulières dans le Pacifique. Regardez quand on présente la météo au journal de 20h, avant le journal de 20h sur France 2, on vous présente la météo en France et on vous présente aussi à Wallis et Futuna, en Polynésie, à Mayotte, en Martinique, etc. Ça, c'est l'histoire qui a voulu cette géographie spéciale. Voilà. C'est-à-dire, c'est une culture impériale. Mais une culture, avant d'être même une stratégie, c'est une culture. On s'y croit toujours. Ce que nos voisins britanniques ont déjà effacé. Ça, c'est un premier... Alors, ce que vous dites, c'est qu'on n'est pas très loin de la fameuse destinée manifeste des Américains. Un messianisme teinté de religieux, mais nous, on a enlevé, disons, la croyance religieuse pour une sorte de croyance... dans notre capacité intrinsèque. Oui, la laïcité est une forme de religion. Lorsqu'elle est menée de manière sectaire, ce qui est là, c'est souvent le cas, elle devient une nouvelle religion. Alors donc ça, c'est le premier aspect, le caractère impérial de notre culture.
Et le deuxième aspect est un aspect plus stratégique, c'est-à-dire les pouvoirs politiques qui se sont succédés en France, je ne parle pas seulement de l'actuelle présidence, mais c'est une histoire en fait ininterrompue, repose sur l'idée que la France est une puissance mondiale et qui est symbolisée, quand vous en parlez avec des femmes ou des hommes politiques français, ils vous le disent toujours, par la détention d'un siège de membre permanent du Conseil de sécurité. Et donc, on est persuadé qu'il n'y a pas de politique étrangère française qui ne repose sur cette équation de puissance qui... N'oubliez pas une chose très importante, dans un régime présidentiel, comme c'est le cas depuis 1959 ou 1962, comme vous voulez, devient très important parce que, du coup, une politique étrangère impériale devient un moyen pour le président d'exister sur la scène internationale et donc d'exister sur la scène mondiale. La présidentialisation des régimes joue un rôle très important dans l'émission des politiques étrangères. Les plus remuants sur la scène internationale sont des présidents qui ont cette assise institutionnelle, ce leadership naturel. Regardez Erdogan, regardez Poutine, regardez le président des États-Unis. À chaque fois, cette incarnation des pouvoirs vient s'accomplir dans ce rôle international. Bon, ça c'est une particularité qui n'est pas propre à la France, mais le fait est que notre diplomatie se joue quand même dans les frontières de l'Union européenne. Est-ce que nous pouvons avoir une voix spéciale, une voix particulière aujourd'hui, même si nous étions délestés de cette forme de messianisme et de cette présidentialisation des enjeux? Alors là, il y a une contradiction qu'il faut bien avoir en tête, c'est que nous avons de manière obstinée une politique mondiale. Regardez par exemple cette hypothèse persistante d'une politique indo-pacifique, comme si la France allait régler les problèmes de l'Indo-Pacifique, alors qu'elle a du mal à régler les problèmes de la Méditerranée, par exemple, et on le voit, hélas, tous les jours. Donc la France garde cette politique mondiale liée à son passé, à cette culture impériale persistante, mais en même temps, la France est dans l'Europe, et une Europe qui continue à vivre sur la culture westphalienne passée, c'est-à-dire l'idée que finalement les relations internationales, c'est essentiellement les relations intra-européennes. Et ça, c'est une contradiction fondamentale. Du coup, nous le payons très cher, parce que nous n'arrivons pas à construire des partenariats avec les émergents. Nous n'arrivons pas à avoir une politique en direction de la Chine, en direction de l'Inde, en direction du Brésil, etc. Et nous n'arrivons pas non plus, malgré l'intuition du général de Gaulle qui avait un peu commencé dans cette direction, à avoir une politique vers le Sud. Rappelez-vous, le général de Gaulle, dans les années 60, sa tournée en Amérique latine, sa politique arabe, comme on disait à l'époque, cette passion un peu, enfin même beaucoup, très paternaliste à l'égard de l'Afrique, mais enfin quand même son intérêt pour l'Afrique, et rappelez-vous le discours de Phnom Penh aussi, mais tout ceci n'a pas eu véritablement de lendemain. Sous la présidence de François Mitterrand, et aussi à l'initiative de son ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, on a essayé de garder tout cela, et puis après ça s'est peu à peu défait. Ce qui est intéressant, c'est que le seul pays de l'Union européenne qui essaye de réinventer une politique mondiale, c'est l'Allemagne. Alors on l'a vu comment ça a fait crier. Lorsque... Oh, on l'accuse d'être à la botte des Chinois. Oui, mais la formule là aussi est un peu simple. Hein. C'est plus compliqué que ça. Alors quelque part quand même, on sent que la Russie joue la carte du retour à la guerre froide en tentant de construire un bloc anti-occidental, en se servant justement du marché libre des relations internationales pour cristalliser quelque chose, et que d'autre part, l'Ukraine joue la carte d'une nouvelle guerre mondiale en essayant de pousser les Occidentaux à s'impliquer plus. Et peut-être que la polémique sur le missile qui s'est écrasé en Pologne et l'insistance un peu spéciale de Volodymyr Zelensky fait partie de ce jeu-là. C'est-à-dire les deux belligérants principaux essayent, eux, de revenir à un jeu qui pourrait les avantager, l'un en appelant à la période qui précède celle que nous vivons, et l'autre en appelant à la période d'avant. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça? Parce que finalement, si la guerre devient directement
OTAN contre Russie, c'est plus encourageant pour les Ukrainiens. Et si la guerre devient effectivement Occident contre le reste du monde, c'est plus encourageant pour les Russes. Alors, tout à fait. Tout à l'heure, je disais que Poutine avait commis une erreur qui est familière aux dictateurs, de penser cette guerre à l'ancienne, cette guerre de conquête. Il fallait conquérir Kiev en l'espace de quelques jours. Ça ne lui a pas porté chance, et même le futur immédiat l'a démenti. Il y a une tendance que vous décrivez qui est exacte chez les Ukrainiens, et on l'a vu ces derniers jours, enfin ces 2 derniers jours chez Volodymyr Zelensky, de vouloir à tout prix otaniser ce conflit. Et effectivement... Pour le gagner, ils ne peuvent le gagner totalement. La victoire totale, c'est ce qu'ils croient. C'est la seule solution. C'est ce qu'ils croient, justement. Mais je pense qu'ils ont tort de penser cela. C'est-à-dire, premièrement, on a vu que l'OTAN n'a pas du tout dissuadé Poutine de se lancer dans cette guerre conquête. C'est quand même quelque chose à méditer. On aurait pu se dire, oh là là, l'Ukraine fait certes pas partie de l'OTAN, mais c'est sur la bordure de l'OTAN, donc c'est une menace pour nous. Pas du tout. Au contraire, Poutine s'est précipité pour accuser l'OTAN, pour le désigner du doigt, comme vous dites. Poutine essaye d'impliquer, de compromettre l'OTAN dans ce conflit, tout en redoutant de ne pas aller trop loin, bien entendu. Mais du côté de Zelensky, l'espoir d'une 3e guerre mondiale, parce que c'est un peu ce qui est en filigrane derrière tout ça, est un espoir vain, parce que si la guerre de conquête ne marche pas, la guerre bloc contre bloc telle qu'imaginée par certains stratèges de l'OTAN ne marche pas davantage. Et puis surtout, une 3e guerre mondiale serait cruellement plus meurtrière que les 2 premières, parce que juste la famine qu'elle entraînerait sur tous les continents créerait des millions, des dizaines de millions de morts. Mais bien entendu, avec l'hypothèque nucléaire qui est associée intimement à la 3e guerre mondiale, mais surtout ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans cette logique de fluidité, on n'est plus dans un affrontement de bloc à bloc. Ce qui marquait la guerre froide, c'était une triple caractéristique. 2 blocs qui se faisaient face avec leur système militaire organisé, c'était le pacte de Varsovie en face de l'OTAN. Deuxièmement, 2 idéologies en compétition et en concurrence, ce qui n'est plus du tout le cas, car de même que je ne pense pas qu'il y ait une idéologie commune, contrairement à ce qu'on dit au pays de l'OTAN, m'étonnerait qu'il y ait entre M. Orban et M. Macron ou M. Biden beaucoup de valeurs communes, n'est-ce pas? En plus de cette absence de ce vide idéologique, il y a tout un tas de jeux internes à l'OTAN qui sont des jeux de division. Et puis enfin, la 3e différence, c'est que du temps de la guerre froide, on était dans une logique de coupure, là où, avec la mondialisation, on est maintenant dans une logique d'interdépendance, que vous décrivez fort bien. C'est-à-dire qu'effectivement, si l'un touche à l'autre, c'est tout le système qui se trouve engagé dans l'affaire et qui devient insupportable pour tout le monde, en particulier pour la Chine, d'ailleurs. Alors, donc, votre pari, c'est la 3e guerre mondiale n'aura pas lieu? Si nous allons vers une escalade, ce que je ne pense pas et que je n'espère pas, bien entendu, de toute façon, ça ne sera pas le scénario de 3e guerre mondiale, parce que ça sera très très différent, et vous en avez donné les prémices. Mais je pense qu'effectivement, nous ne sommes pas dans une guerre mondiale, nous sommes dans une guerre mondialisée, ce qui est tout à fait différent. J'appelle guerre mondialisée une guerre qui a des effets irradiants sur l'ensemble du globe, des effets systémiques que nous avons déjà décrits, et qui, du coup, relativise, voire marginalise les stratégies militaires. Comme vous l'avez très bien dit dans votre question, l'hypothèse d'une escalade dans le conflit russo-ukrainien est beaucoup plus une hypothèse, je dirais, socio-économique qu'une hypothèse véritablement militaire. Sauf si on va dans une logique folle amour vers la destruction nucléaire réciproque. Voilà. Alors, mais, quelque part, finalement, le leadership militaire américain, en la personne du chef d'état-major des armées d'Amérique, semble le dire. En gros, il décrit un paysage dans lequel, finalement, la Russie n'aurait pas gagné la guerre et il appelle indirectement à des négociations pour la paix, alors que la logique
de la société, vous parlez de la logique des sociétés, la logique de la société ukrainienne peut-elle résister à une semi-paix? C'est-à-dire que les forces centrifuges, notamment l'extrême droite militarisée et d'autres forces, les parents de victimes qui pleurent, peuvent-ils accepter une semi-paix et des accords mondiaux qui finalement, après avoir utilisé l'Ukraine comme champ de théâtre, l'abandonnerait à son triste sort? Alors justement, tout ça c'est fini. Tout ça c'est fini parce que, si vous avez remarqué, depuis 1945, on ne gagne plus les guerres. Il n'y a plus la bataille décisive. Il n'y a plus la bataille de la Marne, il n'y a plus la bataille de Fontenoy ou la bataille d'Austerlitz. Ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que le militaire n'est plus en situation de décision. Donc dans cette guerre, il n'y aura jamais une victoire militaire décisive de l'Ukraine, il n'y aura jamais une victoire décisive de la Russie. Mais alors du coup, il y a un deuxième pan de l'histoire qui est en train de s'écrouler, et là, je trouve qu'on n'en est pas suffisamment conscient, c'est l'idée de négociation. Si vous avez remarqué, il y a un bon moment qu'on ne négocie plus. Vous savez que la Première Guerre mondiale n'a pas été achevée sur une négociation. Ou s'il y a eu une négociation, c'était entre les vainqueurs. Mais les vaincus n'y participaient pas. La Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu de négociation du tout. Et si vous prenez les négociations qui ont eu lieu depuis 1945, elles étaient généralement marginales et pas décisives. Ce n'est pas les accords de Paris sur le Vietnam qui ont décidé de la fin de la guerre du Vietnam. Ce n'est pas les accords d'Évian qui ont décidé de la fin de la guerre d'Algérie. Ce n'est pas les accords de Doha qui ont décidé de la fin de la guerre d'Afghanistan, la récente guerre d'Afghanistan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour négocier, il faut deux choses. Il faut, d'une part, que le sort des armes ait désigné un vainqueur, qui se sent donc en situation de pouvoir négocier favorablement, et un vaincu qui a le sentiment qu'il ne peut pas faire autrement que de négocier. Bon. Et ça, tant qu'il n'y aura pas de vainqueur ni de vaincu clair, il n'y aura pas de négociation. Et deuxièmement, la négociation a un principe unique, qui est le compromis. Mais s'il n'y a pas de victoire totale, dans un monde ultra médiatisé, chacun peut toujours dire qu'il a gagné alors que... C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire... c'est une narration de la guerre plus qu'une guerre. Exactement. C'est-à-dire, moi je pense qu'un beau jour, la Russie jettera l'éponge, comme les Américains plusieurs fois ont jeté l'éponge, mais trouvera voilà, oui, enfin c'est pas définitif, mais elle trouvera toujours un narratif qui lui permettra de déguiser son jet d'éponge en victoire. Rappelez-vous les États-Unis, quand ils se sont retirés du Vietnam, ils ont parlé de vietnamisation. C'est-à-dire maintenant, c'est nos amis vietnamiens qui vont prendre la tête de cette résistance à la pression venue du Nord. Et on pourrait ainsi continuer. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans une séquence historique où le compromis devient impossible. Quel compromis peut-il... Alors, la guerre totale n'est pas possible, le compromis n'est pas possible, on va alors dans des sortes de guerres sans fin, comme au moins au Proche-Orient? Alors, des guerres de basse intensité qui se multiplient et qui sont sans fin. C'est une option, et vous avez raison de signaler le conflit israélo-palestinien. C'est une option, et que la diplomatie mondiale gère en mettant au bout d'un certain temps la question sous la table. C'est le cas de la question palestinienne, effectivement, où il y a un quasi-consensus entre les diplomaties pour mettre tout ça sous la table. L'autre option, c'est que quand même, une guerre très longue, ça finit par coûter, ça finit par asphyxier. Et alors là, il y a le raccommodage rhétorique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce nouveau narratif, la Russie disant on a réussi à dénazifier l'Ukraine. L'Ukraine, aujourd'hui, après notre intervention, ne sera plus jamais l'Ukraine d'hier. Et donc, nous avons fait vaillamment notre tâche, que l'humanité tout entière nous remercie. Vous verrez qu'on entendra ce genre de discours. Le fameux « et le combat, c'est ça, faute de combattants ». Alors, la France se prépare à une guerre de haute intensité, elle communique dessus. Deux des auteurs de votre ouvrage collectif contredisent ce projet et disent que la guerre classique a fait son temps. Et ils poursuivent en disant qu'il n'y aura pas de guerre nucléaire. Enfin, tout ce que les intuitions qu'on a partagées. L'histoire récente nous enseigne quand même qu'il ne faut pas trop s'avancer. Non, mais je crois qu'il y a un élément clé
caractérisant notre monde contemporain, c'est l'importance de la dissuasion. Je pense que la guerre classique est terminée, elle n'est plus possible, elle n'est plus économique, elle n'est plus utilitaire, elle n'est plus efficace, mais pour qu'elle n'ait pas lieu, il faut en rappeler le coût. Et je pense qu'effectivement, montrer qu'une armée est prête à mener une guerre à l'ancienne et de haute intensité a, dans l'esprit de l'adversaire, crée dans l'esprit de l'adversaire l'idée qu'il vaut mieux pas s'y aventurer. Donc effectivement, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de la gesticulation. Alors, dans cet ouvrage collectif, Le monde ne sera plus comme avant, il y a de nombreuses réfutations de toutes les thématiques liées au retour. Donc, ce n'est pas le retour de la guerre froide, pas le retour de la guerre mondiale. Vous mettez même en cause la narration autour du retour du religieux, au risque de vous voir traiter de bisounours quand même. Non, et ça c'est le remarquable chapitre de Delphine Alès dans cet ouvrage, que de dire d'abord, le religieux est-il jamais parti ? Et finalement, regardez l'histoire. Est-ce que véritablement il y a eu des séquences marquées par l'absence du religieux? Bien entendu que non. Et d'autre part, ce qui est très important, c'est que l'on ne sait plus, quelquefois pour des raisons sincères, mais quelquefois pour des raisons cyniques, distinguer entre le religieux et l'instrumentalisation politique du religieux. Et ça, c'est une récurrence d'un certain point de vue. Simplement, et c'est l'argument de notre livre que Dominique Vidal et moi avons coordonné, cette récurrence n'a plus du tout la même saveur qu'autrefois. C'est-à-dire l'usage de symboles religieux dans le contexte de la mondialité renvoie à des stratégies et à des effets qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a connu autrefois. Alors, vous êtes entré à l'université Bertrand Badi en 1968. Oui. À la période où on demandait « D'où parles-tu, camarade ?» Oui. Et c'est un peu à cette question que vous répondez dans votre livre « Vivre deux cultures, comment naître franco-persan », un livre dans lequel j'ai retrouvé des pages qui m'ont touché, qui m'ont rappelé des souvenirs personnels sur l'humiliation de votre père par votre pays. Et là, on est obligé d'entrer un peu dans la psychanalyse de Bertrand Badi. Est-ce que cette humiliation fondamentale, parce que votre père avait été médecin pendant la Résistance, c'était un chirurgien qui a été interdit d'exercer en France et qui en a conçu tout naturellement un sentiment d'humiliation qu'il a masqué par pudeur et par fierté. Est-ce que finalement, le fait d'être franco-persan ou franco-iranien, vous préférez le mot persan, donc le fait d'être métis, vous a permis de comprendre le Sud et les fameux humiliés, pouvoir comprendre à quel point l'humiliation pouvait être le moteur de l'histoire? Absolument. Et d'ailleurs, c'est un devoir d'honnêteté qui m'a conduit à écrire ce livre, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de mystère, effectivement, mes lecteurs, mes étudiants, mes amis, ont le droit de savoir, comme vous dites, d'où je parle. Et cette biculturalité que j'ai eue en moi, bien sûr dès ma naissance, parce que ma mère était française et même issue de la bourgeoisie très traditionnelle, et mon père était émigré persan, issu d'un milieu aisé de Perse, mais qui n'a jamais renoncé à sa persianité, et qui d'ailleurs ne voulait pas prendre la nationalité française pour rester fidèle à ce qu'il était, étant au quotidien entre ces deux cultures, j'ai d'abord beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert. Quand j'étais gamin et quand j'étais adolescent, on me reprochait cette binationalité, on la moquait. On vous racisait, comme disent les mots on me racisait, on me traitait de bico et de youpin, ou quelquefois les deux en même temps. Ce qui maintenant est un honneur pour moi, parce que ça m'associe à beaucoup de souffrance et beaucoup d'humanité. Mais vous savez, quand on est tout jeune et qu'on comprend pas bien, on a honte de tout cela. Et ça, j'ai découvert ce que c'est que la honte de l'humilié et le silence de l'humilié. C'est-à-dire qu'il ne dit pas. Moi, quand on me cassait la figure à la sortie de l'école, je n'osais pas le dire à mes parents. Et donc, je comprends très bien cet univers très trouble qui est celui dans lequel sont plongées toutes les victimes de l'humiliation. Et puis, j'ai eu la chance, parce que moi, je suis un métis ultra privilégié, de par mon milieu social, mes études, etc. À mesure... D'abord, il y a eu mai 68. Et mai 68 m'a appris quelque chose d'extraordinaire.
que le monde existait. Et que j'étais bien dans le monde, et si j'étais dans le monde, je n'avais rien d'anormal. J'étais même encore plus citoyen du monde que les autres. Vous n'avez pas trop le choix, parce que vous êtes même dans le milieu persan. D'ailleurs, pourquoi vous dites Perse plutôt que Iran? Eh bien, parce que ce qui m'a le plus touché dès le début de mon identité paternelle, si vous voulez, c'est la culture persane, c'est-à-dire la littérature, la poésie persane, qui est d'une richesse absolument extraordinaire et qui apprend tant sur la Perse et sur le monde. Et donc j'ai voulu ne jamais couper le pont avec cette culture persane et cette littérature persane. On ne parle pas de la littérature iranienne, on parle de la littérature persane, de Ferdowsi, de Hafez, de Saadi, de Khayyam, etc. Et ces gens-là, ils m'ont éduqué le jour, parce que mon père, quand j'étais petit, quand j'étais enfant, il me déclamait cette poésie. Je ne la comprenais pas, parce que je ne comprenais pas le persan. Il a fallu que j'aille au Langzhou pour apprendre le persan. Mais je comprenais sans maîtriser le sens des mots, je comprenais la profondeur de cette sensibilité. Et peu à peu, elle m'a permis de marcher sur mes deux pieds. Et donc, lorsque je suis entré dans la vie universitaire et professionnelle, d'ailleurs les deux se sont confondus tout le long de ma vie, j'ai compris l'extraordinaire privilège qu'était cette biculturalité. Ce privilège que j'offre à mes amis biculturels, nombreux notamment dans les départements de la banlieue parisienne, et que j'aime rencontrer quand je vais faire des conférences à Aubervilliers, à Drancy ou je ne sais quoi, je leur dis, écoutez, c'est formidable, parce qu'avec la mondialisation, vous avez un regard qui est émancipé de vos tutelles nationales. Vous pouvez vous regarder de dehors. Vous savez, la fameuse formule d'Auguste Comte, on ne peut pas se mettre au balcon pour se regarder passer. Quand on est biculturel, on se met toujours à un balcon pour regarder l'autre face de soi. Nos semi-semblables. Exactement. Et du coup, pour faire des relations internationales, ce qui est mon métier depuis 40 ans, c'est formidable. Parce que les relations internationales, ce n'est pas tant un rapport de puissance. Les relations internationales, c'est un rapport de subjectivité. En plus, Perse, ça renvoie à une vieille histoire, à l'Ancien Testament, à une très vieille histoire. Alors, vous n'avez pas trop le choix non plus, parce que en plus d'être un métis, dans votre culture perse, vous êtes une minorité. En France, vous êtes une minorité dans la minorité, puisque en fait, vos aïeux ont épousé la culture protestante. Absolument. Dans un monde où on parle plutôt des chiites, des sunnites et peut-être des juifs, mais c'est une minorité dans la minorité. Ultra minoritaire, puisque je suis issu d'une famille qui a vu mon grand-père, Mehdi, Khan Babajan Mehdi, Badi el-Hokama, se convertir au presbytérianisme à la demande, à l'invitation d'une mission presbytérienne qui est venue au début du XXe siècle s'installer dans sa ville de Hamadan, qui en a fait un médecin performant, qui l'a conduit à envoyer ses enfants faire leurs études en Occident. C'est comme ça qu'ils sont allés. Mais c'est ce qui m'a permis aussi de comprendre à travers ce parcours de mon père qu'il n'y avait aucun déterminisme. C'est-à-dire mon père n'était pas musulman, mais mon père était totalement persan. Et il choisissait la façon d'être persan, tout en étant pleinement persan. Et le message que je veux faire passer à travers ce livre, c'est que finalement la vérité, elle se trouve dans la construction individuelle et volontaire de son identité. Après tout, je suis propriétaire de mon identité. C'est mon affaire. Je décide ce que je suis. Et je dis à tous les jeunes qui ont connu le même destin que moi, dans des contextes sociaux qui peuvent être différents, qu'ils ont le droit, ils ont la liberté de choisir ce qu'ils sont et de l'imposer aux autres. Ce n'est pas les autres qui vont vous imposer votre identité. Ça, c'est fini. C'est soi-même qui construit son identité. Alors, vous êtes donc une sorte de produit, enfin, pas de produit, mais vous êtes un aboutissement d'une mondialisation qui a commencé il y a bien longtemps. Et peut-être que c'est pour cela que vous refusez la thèse de l'arrêt de la démondialisation qui serait en cours avec les nouveaux conflits que nous avons, avec les nouvelles peurs, notamment les peurs migratoires qui habitent totalement notre univers politique aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis et même en Israël, dans plein d'endroits. L'autre est devenu une menace qu'il faut circonvenir via des murs, via des armées, via des drones, via du renseignement.
vous pensez que la mondialisation se poursuit alors que bon, il y a quand même des signes d'arrêt qui nous... Il n'y a pas d'arrêt, parce que à la base de la mondialisation, il n'y a pas une économie. Les opérateurs économiques se sont saisis de la mondialisation à leur profit, mais la mondialisation néolibérale n'est qu'une variante possible et certainement pas la plus réussie de la mondialisation. La mondialisation, elle est technologique dans son démarrage, c'est-à-dire c'est la généralisation de la communication, c'est la visibilité de tous par tous, c'est l'interdépendance qui ne sera jamais mise en cause. C'est comme si au moment où on a inventé l'électricité, il y avait des gens qui disaient on va aller vers la désélectricisation du monde, c'est absurde. On va continuer dans cette mondialisation. Et le tout, c'est d'en faire une bonne, parce qu'on peut en faire une très mauvaise. C'est la base du politique. On peut faire des choses objectives, un bien politique ou un mal politique. Eh bien là, travaillons à en faire un bien politique. Et vous avez raison de souligner un point très important, c'est que la marque de la mondialisation, comme toujours dans l'histoire, c'est aussi son contrepoint, c'est-à-dire la peur de la mondialisation. C'est-à-dire tous ceux qui, parce qu'ils éprouvent des difficultés, mettent ça sur le compte de la mondialisation. Et vous avez quantité d'entrepreneurs politiques d'extrême droite, mais ça va souvent au-delà de l'extrême droite, qui vendent cette peur de la mondialisation comme on vend une marchandise électorale très payante et très rémunératrice. Non, mais au-delà de l'instrumentalisation de la peur de la mondialisation met en concurrence tout le monde, c'est-à-dire le fabricant de chaussures d'Éthiopie et en concurrence avec le fabricant de chaussures d'Italie. Attention, c'est vrai, mais la mondialisation rend tout le monde solidaire de tout le monde. Solidarité obligatoire. Oui, exactement. La solidarité, autrefois, c'était du caritatif. On est solidaire avec ce malheureux qui, au fond de l'Afrique, ne peut pas manger à sa faim. Maintenant, cet argument caritatif, il est périmé. On est solidaire parce que c'est dans notre intérêt d'être solidaire. Si dans ce monde d'ultra-visibilité, je suis indifférent au malheur de l'autre, le malheur de l'autre va se retourner contre moi. Donc il y a maintenant une dimension... On n'y est pas encore arrivé. Pour l'instant, on croit encore, en tout cas une grande partie de l'humanité, en Occident en tout cas, pense que le malheur de l'autre, on peut s'en prémunir via des processus sécuritaires. Mais ça ne marche pas. Regardez, vous citiez la migration. On a dépensé en Europe des milliards d'euros pour contenir ces flux migratoires. Et le résultat, c'est que depuis l'an 2000, il y a 50 000 malheureux qui sont ensevelis au fond de la Méditerranée. Ça ne marche pas. Mais sachons inverser la réalité. Moi, je vous dis que non seulement la migration est un droit, mais elle est un devoir. C'est-à-dire le monde... la migration, c'est devenu l'avenir du monde. Ça, c'est une pensée quand même qui est extrêmement minoritaire. Elle est extrêmement minoritaire, mais je vous fais le pari qu'elle va devenir majoritaire. Comme votre histoire. Peut-être comme mon histoire, mais il faut voir qu'avec la mondialisation, les imaginaires se mondialisent, les stratégies se mondialisent, la visibilité se mondialise, ce qui amène nécessairement un jeune Nigérien. Je vous donne l'exemple du Niger, parce que le Niger a une démographie explosive. Au Niger, vous avez 50% de la population qui a moins de 17 ans. Bon, et quand vous avez 17 ans au Niger, quelle perspective d'emploi vous avez ? Devenir enfant soldat, c'est souvent pratiqué, hein, attention. Ou alors migrer. Alors hélas, maintenant, quand vous migrez, vous risquez très fort de finir au fond de la Méditerranée. Mais vous pouvez aussi créer des utilités pour tout le monde. Et c'est ça que l'on cache à ceux qui, de bonne foi, pensent effectivement que la migration, c'est un surpoids. Non, c'est le contraire qui est un surpoids. La répression de la migration, qui fait la belle vie des passeurs, par exemple. L'équilibre, le rééquilibrage mondial avec la montée en puissance des grands pays du Sud qui veulent se poser en arbitre du conflit ukrainien, donc en arbitre des élégances du jeu international. Est-ce que quelque part ça va équilibrer la mondialisation d'une certaine manière et créer une sorte de géopolitique plus, disons, moins hémiplégique? Alors j'emploierai plus jamais le mot géopolitique parce qu'il renvoie à l'ancien monde. Nous sommes dans un monde mondialisé, donc de mobilité, de flux, et surtout où le politique n'a plus le monopole, où le social et l'économique courent plus vite. Mais ce que je crois, c'est que nous avons besoin d'une réinvention des relations internationales, du monde, et que cette réinvention, elle a plus de chances de venir du Sud que du Nord. Pourquoi ? Parce que le Nord reste installé, comme on le disait tout à l'heure, dans le confort de ses certitudes, et notamment
ce rapport à un passé qui a été le paroxysme de sa puissance et de sa force. Jusqu'à il y a un siècle, les relations internationales, c'était des relations intra-européennes, point final. Maintenant, c'est plus ça. Et maintenant, vous avez des pays émergents, et vous avez des pays du Sud qui s'agrègent à ce nouveau monde, qui n'étaient pas du monde ancien, qui n'y participaient pas, et qui donc ont un regard neuf sur le monde et des projets pour le transformer. Moi, quand je vais en Afrique, je suis à chaque fois ébloui par les amphis que je tiens en Afrique, où j'ai une jeunesse africaine qui a plein de projets sur le monde, émancipée de la tutelle d'un passé qui est révolu. Merci beaucoup Bertrand Badi. Je rappelle à ceux qui nous regardent vos deux livres. D'abord l'ouvrage collectif qui est une sorte de nouvelle version de l'état du monde que nous avons tous connu, nous qui avons un certain âge. Donc sous la direction de Bertrand Badi et Dominique Vidal, Le monde ne sera plus comme avant, édition 2023, au lien qui libère. Et ce livre personnel, Vivre deux cultures, comment peut-on être franco-persan, de Bertrand Badi aux éditions Odile Jacob. Et bonne journée à vous. Merci.